Manuel, vous avez fait des études à l'Université de Paris 1, des études d'histoire, puis vous êtes allé étudier à l'IEP de Paris. Vous avez travaillé sur un grand philosophe du libéralisme politique qui s'appelle Benjamin Constant, puis vous avez enchaîné sur une thèse donc, que vous vouliez consacrer aux travaux de Pierre-André Taguieff. Et vous m'avez confié tout à l'heure que vous ne trouviez personne pour diriger votre thèse. Voilà, jusqu'à ce que vous croisiez Anita Nowinski, qui est la fondatrice des études sur l'Inquisition, dont on parle très très peu, études, au profit de bien d'autres types d'études ou de studies. Votre thèse a été publiée chez l'Harmattan et j'ai vraiment plaisir à montrer votre livre intitulé « L'antiracisme en débat », Pierre-André Taguieff, « L'antiracisme en débat ». Alors j'ai lu votre travail et vraiment il est extrêmement clair et instructif. Vous passez en revue tous les travaux, toutes les publications de Pierre-André Taguieff et nous savons à quel point elles sont nombreuses et denses. Non seulement vous les exposez, mais vous prenez du recul, vous adoptez une position critique, ce qui pour un doctorant confronté à un auteur comme Pierre-André Taguieff est vraiment remarquable. Et la préface de cet ouvrage, donc, je tiens à le signaler, a été écrite par Dominique Schnapper. Voilà, je vais vous passer la parole maintenant, Manuel. Remercie beaucoup. Je remercie Filippo Delano. Il y a un problème en fait. Il y a un problème. Je sais pas, un écho chez vous. Au niveau du son. Oui, là c'est mieux là. Là c'est mieux. Je présente mes excuses les plus plates et les plus énormes et les plus gigantesques parce que voilà, vous avez compris. Alors, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Est-ce que vous arrivez à avoir les documents? Je peux les mettre en... Oui, c'est bon? Oui, d'accord. Donc, il s'agit de présenter rapidement le mouvement afro-brésilien depuis l'abolition. L'abolition de l'esclavage, c'est en 1888. Donc, essayer de scander les étapes d'un parcours historique. Comme fil conducteur, je vous propose une hypothèse qui est attestée, ce n'est pas du tout une affirmation dogmatique, c'est une hypothèse attestée. La question serait, est-ce que la question raciale en Amérique, sur le continent américain, est-ce qu'elle est un peu comparable à la question religieuse dans le monde arabo-musulman? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'on voit bien que dans le monde arabo-musulman, la question religieuse est une gêne, est un problème pour la construction de la République et de la démocratie. On le sent bien. Est-ce que c'est vrai aussi en Amérique? Est-ce qu'en Amérique, la question raciale fait qu'une véritable république, au sens fort du terme, a vraiment du mal à s'installer? Comme on est très en retard à cause de moi, je vais essayer d'être très synthétique. Alors, j'ai commencé avec, excusez-moi, j'ai commencé avec une photographie que vous voyez, vous me dites s'il y a un problème au niveau du son et de l'image. La photographie, qu'est-ce qu'elle montre? C'est une photographie qui a été très célèbre, elle date de l'année dernière, en 2021, mars 2021, elle a fait scandale. Pourquoi est-ce qu'elle a fait scandale? C'est parce que c'est une photographie qui vient d'une entreprise de la finance, de Porto Alegre, on est dans le sud du Brésil, Porto Alegre, c'est des gens de la finance, et ils ont fait une photographie, un selfie, et comme vous le voyez, il n'y a que des blancs. Il n'y a que des blancs et ils sont très heureux et ils ne voient pas du tout de problème à ce qu'il n'y ait que des blancs. Cette photographie, elle a été diffusée, c'est une entreprise qui s'appelle Chispe et elle a provoqué vraiment beaucoup d'émotions au Brésil, dans les milieux afro-brésiliens, pour dire rapidement les choses, mais bien au-delà. Les militants afro-brésiliens se sont emparés de l'affaire. Il y a eu une dimension judiciaire à l'affaire et ça s'est réglé finalement par l'entreprise a accepté de revoir sa façon de faire parce qu'évidemment dans un Brésil où la moitié des personnes sont noires ou métisses, on comprend mal pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune personne blanche ou métisse. Donc la photo a illustré la question
ce qu'on appelle au Brésil le racisme structurel, qui bien sûr est assez complexe, sur laquelle je reviendrai. Racisme estrutural en portugais. Juste un point de départ, comme point de départ, quelques repères sur le Brésil. Les Portugais sont arrivés en 1500. Entre 1530 et 1850, le Brésil représente presque la moitié du total de la traite atlantique, c'est-à-dire que 4 millions d'esclaves, 4 millions de personnes ont été prises en Afrique et sont arrivées au Brésil, ont été transportées au Brésil dans l'espace d'à peu près 300 ans. C'est à comparer avec les 400 000 personnes qui sont arrivées aux États-Unis. Donc le Brésil, c'est 45% du total de la traite atlantique. Donc, c'est évidemment très important. Autre père, 1822, c'est l'indépendance. Je passe très vite je passe très vite. 1824, c'est la première constitution. C'est intéressant de dire que dans cette constitution, il y a le mot esclavage. Les mots esclavage, esclave n'existent pas. Un petit peu comme aux États-Unis, ils ont trouvé le moyen de faire une constitution libérale et d'évacuer la question de l'esclavage en n'en parlant pas. 1831, c'est une date intéressante parce que c'est une loi d'abolition de la traite, sauf qu'elle ne va pas du tout être respectée. Et on dit au Brésil que c'est une abolition juste pour les Anglais, c'est-à-dire juste pour faire plaisir aux Anglais. Les Anglais faisaient pression pour cette abolition. Les historiens brésiliens aujourd'hui considèrent que quand la loi a été votée en 1831, réellement, sincèrement, ils voulaient abolir la traite. Et puis, il y a eu un changement politique qui s'est passé et en fait, ça n'a pas été aboli. Et c'est seulement en 1850 que la traite a été abolie. Donc, après 1850, il n'y a plus d'esclaves qui arrivent d'Afrique vers le Brésil. 1872, c'est le premier recensement. C'est un recensement avec les moyens de l'époque, mais les historiens brésiliens considèrent qu'il est valable. Il y a au Brésil 10 millions d'habitants, 15% d'esclaves, 85% de libres. Donc ça, c'est intéressant de noter, c'est-à-dire l'esclavage a été aboli plus tard, mais à cette époque, déjà 85% des Brésiliens sont libres. Les esclaves représentent seulement 15% du total de la population. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup d'hommes et de femmes, bien sûr, noirs sont libres, beaucoup de métis sont libres. Donc, c'est par rapport aux États-Unis, je compare, parce qu'on fait toujours la comparaison en France, c'est une société très différente de celle des États-Unis. C'est un contexte historique très différent de celui des États-Unis. Si on prend ce recensement de 1872, il fonctionne par hétéroclassification, c'est les recenseurs qui ont classifié, et les recenseurs ont dit que 38% des gens sont blancs, 38% sont pardo. Pardo, ça serait une sorte de métissage, 20% sont noirs et caboclo, 4%. Ce qui fait au total, à l'époque, 805 000 hommes esclaves et 150 000 femmes esclaves. 1888, c'est l'abolition. C'est véritablement l'abolition, évidemment une date fondamentale pour l'histoire du Brésil. Donc, ça, c'était des points de repère. Deuxième point, quelle est la situation, disons, de ce qu'on pourrait appeler un premier antiracisme avant la lettre, parce que le mot n'existait pas à l'époque, autour de 1888, un petit peu avant, un petit peu après. C'est clairement un antiracisme universaliste. Quel est le contexte? Le contexte, c'est que la situation des Afro-Brésiliens est extrêmement précaire. Par exemple, ils ont très peu accès à la terre, aux achats de terre. Je pourrais expliquer, mais comme je me sens un peu pressé, je suis allusif, et si vous le souhaitez, je peux y revenir. Au niveau de l'enseignement, ils n'ont quasiment pas accès à l'enseignement. Très facilement, ils sont persécutés par la police autour du vagabondage. Il y a une loi pour le vagabondage et qui très souvent cible ces Afro-Brésiliens. Les religions afro-brésiliennes, très souvent, sont désignées comme des religions relevant de la sorcellerie. Alors, vous avez un personnage qui est très intéressant qui s'appelle Luis Gama. Luis Gama, c'est un avocat
C'est quelqu'un qui est né libre, mais qui a été esclavisé, qui est devenu esclave à cause de son père blanc qui l'a vendu, hein, et qui a vendu son propre fils. Et à la suite, après diverses aventures sur lesquelles je passe, il a réussi à devenir avocat, et c'est un personnage très intéressant de l'histoire brésilienne. Sa spécialité, ça a été de lutter, d'obtenir la libération des esclaves devant la justice, en argumentant devant les tribunaux. Devant les tribunaux, il y a toute une série de personnes qui ont été libérées par lui. Alors, ce que je me proposais, c'est de vous citer un certain nombre de textes pour que vous puissiez entendre un peu la voix de ces débats brésiliens. Par exemple, ici, dans ce texte, comment est-ce qu'il pose le problème? Il dit, pour nous, les Brésiliens noirs, même la couleur de la peau est un défaut, un impardonnable vice originaire, au signe d'un crime. Et certains vont jusqu'à oublier que cette couleur est à l'origine de la richesse des milliers de brigands, des esclavagistes, qui nous insultent. Cette couleur conventionnelle de l'esclavage, selon ce que supposent les spéculateurs, comme la terre, sous son obscure superficie, renferme des volcans où brûle le feu secret de la liberté. Je viens rappeler à l'offenseur du citoyen José de Patricigne pour quelle raison nous, les abolitionnistes, animés une seule volonté, menés une seule idée, nous formons une seule famille visant un unique sacrifice et accomplissant un seul devoir. José de Patrocigne, par son intelligence imminente, son brio, son patriotisme, la noblesse du caractère, son honneur, qualités qui n'ont pas de couleur, a conquis l'estime de chacun et est digne des louanges des hommes justes. José de Patrocigne, c'est un autre leader abolitionniste noir, et il écrit ça à Luis Gama en 1880. Ça veut dire que c'est tout un combat universaliste autour de l'égalité devant la loi, faire en sorte qu'il y ait une véritable égalité entre tous les citoyens brésiliens. Donc le combat de Luis Gama, c'est un combat vraiment autour de l'égalité devant la loi. Je sais que je vais très vite. Si vous souhaitez que j'aille moins vite, si vous voulez m'interrompre, ça vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Autre exemple de cet antiracisme universaliste, un romancier, Astolfo Marques, c'est un romancier du début du XXe siècle, qui a été récupéré en quelque sorte, qui a été redécouvert très récemment. Et dans une de ses histoires, on peut lire ceci. En ces heures, il est certain que, comme elles, c'est des femmes noires, beaucoup ont commémoré dans leur cœur la date de la loi qui a permis la fraternisation entre les citoyens et qui, en rendant égaux noirs et blancs, a annoncé une nouvelle ère, celle du défrichement du sol libre par le bras libre, le labourant et le fertilisant, afin de faire du Brésil un grand parmi les plus grands dans le concert des nations. Donc, c'est un peu avant et un peu après l'abolition de 1988, il existe des personnalités, des écrivains, des intellectuels afro-brésiliens dont le discours relève essentiellement de l'antiracisme universaliste. C'est la même chose avec un autre intellectuel afro-brésilien important qui s'appelle Manuel Querine. Je ne vais pas lire son texte. Si vous voulez, je vous enverrai ce document si vous le souhaitez. Et si vous voulez, on y reviendra après, parce que j'ai peur d'être trop long après ce faux départ dont je m'excuse encore. Il faut comprendre que ces militants antiracistes, en assumant l'anachronisme universaliste, se heurtent à des vrais racistes brésiliens qui ont un projet qu'on appelle au Brésil le branqueamento. Branqueamento, c'est faire du Brésil un pays blanc, blanchir le Brésil. Donc, branqueamento, c'est un projet raciste brésilien. Les dates, disons, c'est fin 19e, début du 20e siècle, c'est les années 1890-1920, une trentaine d'années autour de 1900. Ce tableau d'un peintre qui s'appelle Modesto Brocos, c'est un tableau qui se trouve à Rio et au principal musée d'art de Rio, et qui s'appelle la Rédemption de Cham. Et on comprend bien l'idée. L'idée, c'est que on a les parents, la grand-mère
l'enfant. Et l'idée, c'est que par le jeu des générations, eh bien, la grand-mère est noire, l'enfant est blanc, par le jeu du métissage. Et ça serait ça le destin du Brésil dans l'idée de ce discours raciste. C'est un discours qui est très diffusé au Brésil. L'idée, donc pour dire rapidement les choses, l'idée c'est que en fait, c'est une réponse à Gobineau, c'est une réponse à tous les racistes, en particulier français, étudiés d'ailleurs par Taguieff, qui disaient bon, le Brésil, l'avenir du Brésil est très mauvais parce que le Brésil, c'est le métissage, et le métissage, c'est l'horreur, et donc il n'y a aucun espoir pour le Brésil. Ces racistes brésiliens répondent non, non, les Français n'ont rien compris. Oui, il y a du métissage au Brésil, mais ce métissage, il va fonctionner dans un sens d'un blanchiment. Pourquoi? Parce que supposément, la race blanche est en meilleure santé et plus forte que la race noire, et donc le Brésil va se blanchir, et il n'y a pas de problème. D'ici quelques décennies, il n'y aura plus de noirs au Brésil. C'est un discours qui répond directement au discours d'un vacher de la couche, par exemple. Alors, je continue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Alors, pour l'instant, qu'est-ce qu'il faut imaginer? Il faut imaginer que les Afro-Brésiliens s'organisent d'un point de vue social. Vous avez des associations afro-brésiliennes, mais vous n'avez pas encore, ça veut dire jusqu'aux années 30, jusqu'aux années 1930, vous n'avez pas du tout d'organisation politique des Afro-Brésiliens. Vous n'avez pas de parti politique, vous n'avez pas de mouvement politique collectif des Afro-Brésiliens. Le premier, celui qui va émerger, est un mouvement extrêmement intéressant qui s'appelle la Frente Negra Brasileira, FNB. Donc le Brésil est un pays immense, mais chaque fois qu'on parle du Brésil, c'est un peu compliqué parce que évidemment, ça va d'où on parle. La FNB, Frente Negra Brasileira, c'est un mouvement de São Paulo, mais qui s'est diffusé, dont l'influence est diffusée dans le Minas Gerais, dans le sud, un peu dans le sud du Brésil, et jusque l'état de Bahia. Pourquoi c'est un mouvement intéressant, la Frente Negra Brasileira? C'est un mouvement d'abord qui a réussi à rassembler plusieurs dizaines de milliers de personnes qui y ont participé. C'est beaucoup plus que ce que les autres associations afro-brésiliennes. À la base, c'est une association qui offre des services comme des services juridiques, des services en termes d'enseignement, toute une activité de loisirs. Et cette association va se transformer en parti politique. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est clairement située à droite politiquement. C'est un mouvement clairement situé à droite, en tout cas au niveau de son principal dirigeant, qui s'appelle Arlindo Veiga dos Santos. C'est une organisation clairement nationaliste qui va réaffirmer pour qui la patrie brésilienne est essentielle, et il s'agit de s'opposer en particulier aux migrants italiens qui arrivaient, pas seulement italiens, mais beaucoup d'Italiens qui arrivaient en particulier dans l'état de São Paulo. Il s'agit d'affirmer la participation à la patrie brésilienne des Afro-Brésiliens. C'est un mouvement qui est anticommuniste, clairement anticommuniste, et dans le cas de Arlindo Veiga dos Santos, qui est également très marqué par un catholicisme conservateur. Alors, j'avais prévu de vous montrer, de vous lire un des textes. Je peux faire rapidement des textes de Arlindo Veiga dos Santos. Je vais le faire rapidement. Je vais lire rapidement. Nous, les Noirs, souvent fidèles à notre Brésil, œuvre glorieuse de nos parents et grands-parents, ça veut dire le Brésil a été fait par nous, les Noirs. C'est en grande partie nous, les Noirs, qui ont fait la richesse économique de São Paulo et du Brésil. Noirs debout pour le Brésil et pour la race. Nous sommes brésiliens, seulement brésiliens. Dieu, patrie, race et famille. Ni domination capitaliste, ni tyrannie communiste. En fait, un discours qui est tout à fait intéressant parce que c'est un discours
absolument antiraciste. Il s'agit de lutter pour l'égalité entre blanc et noir, si vous voulez, mais qui se situe poétiquement, qui reprend tous les grands thèmes de la droite conservatrice des années 30. Et dans ce sens-là, c'est tout à fait intéressant. Alors, le contexte de la FNB, de la French National Brasileira, ce contexte, les années 30, politiquement, ça correspond à l'époque de Getúlio Vargas, et intellectuellement, ça correspond à l'apparition, à la publication de l'ouvrage de Gilberto Frère, qui s'appelle Maître et esclave, en français, et qui a été fondamental, qui a été extrêmement important. Pourquoi? Parce que avec Frère, c'est la fin de l'époque, c'est la fin du Grand Carmen. Après Frère, on laisse tomber au Brésil l'idée du Grand Carmen, et on va dire le Brésil donc n'a pas du tout vocation à devenir blanc, absolument pas. Le Brésil est métissage, c'est très bien comme ça, c'est une très bonne chose. C'est le message de Frère. Alors je vous ai mis une citation qui est célèbre. Tout Brésilien, même quand il est clair et qu'il a les cheveux blonds, porte dans l'âme, et si ce n'est dans l'âme, c'est sur le corps, pas mal de gens ont la tache mongolique au Brésil, l'ombre ou la marque de l'indigène ou du nègre. C'est la traduction de l'époque. Donc, Frère va avoir une influence considérable, et l'Estado Novo de cette époque-là, Getúlio Vargas, va s'inscrire dans cet esprit-là. Donc là, vous avez une nouvelle époque qui s'ouvre, qu'on appelle une époque au Brésil, on définit cette nouvelle époque, on la définit au Brésil avec l'expression démocratie raciale. Démocratie raciale. L'idée, c'est que le Brésil est une démocratie raciale. Le Brésil est un pays dans lequel le problème raciste n'existe pas. Il n'y a pas de problème de racisme au Brésil parce que le Brésil est métissage et le Brésil est harmonie. Après 1945, beaucoup de gens vont croire à cette idée, ils vont adhérer à cette idée, y compris la jeune UNESCO. L'UNESCO, en 1945, va envoyer une mission au Brésil pour essayer de comprendre comment le Brésil a si bien réussi à échapper au problème du racisme. Donc, le Frère, et c'est intéressant parce que c'est pas lui qui a inventé l'expression démocratie raciale, elle n'est pas de lui, mais il va être assimilé à cette expression-là, il va être assimilé à l'expression démocratie raciale. Et comme le mouvement antiraciste, le mouvement antiraciste brésilien va se construire, va se réinventer à partir des années 1970-80 contre les mensonges de la démocratie raciale, contre le mensonge de l'absence de racisme au Brésil, Frère va être la cible, il est la cible jusqu'à aujourd'hui, il est la cible de beaucoup de militants qui trouvent, certainement en grande partie avec raison, qu'il a quand même exagéré dans le sens de l'harmonie entre les Brésiliens. Est-ce que je peux avancer? Ouais, d'accord. Je suis tellement gêné par le début catastrophique de mon propos, mais bon, j'essaie de rattraper les bêtises initiales. Je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, je vais juste faire deux observations encore pour rester sur les années 30. Deux observations encore pour rester sur les années 30. Il y a au Brésil un parti communiste. Le parti communiste brésilien a été créé en 1922 et c'est assez amusant. Il était complètement dans les années 30, il est complètement dans l'idée de démocratie raciale. Ça veut dire qu'il nie absolument qu'il y a un problème de racisme au Brésil. Et c'est l'Internationale communiste, à partir de 1937, ça a été étudié par des historiens brésiliens, c'est l'Internationale communiste, à partir de 1937, qui dit aux communistes brésiliens, écoutez, c'est pas possible que vous n'utilisiez pas le problème du racisme comme levier pour soulever les masses. Donc, cette question, je crois que c'est assez intéressant. Autre chose que je trouve intéressant, c'est qu'il y a eu au Brésil un vrai fascisme, un vrai mouvement fasciste. Il me semble qu'on ne peut pas vraiment comprendre le bolsonarisme actuel sans avoir ça en tête. Dans les années 30, il y a eu un mouvement populaire extrêmement fort, fasciste, qu'on appelle l'intégralisme. Et c'est intéressant de noter, avec
des centaines de milliers de sympathisants. Et c'est intéressant, et cet intégralisme, il n'est pas parvenu au pouvoir parce qu'il a été écrasé par Vargas. Et Vargas l'a écrasé, pas par hostilité idéologique, mais parce qu'il ne voulait pas partager le pouvoir. Par rapport à notre sujet, qui est le racisme, anti-racisme, par rapport à notre sujet, ce qui est intéressant, c'est que les historiens précédents ont travaillé sur la question, et c'est très difficile de voir du racisme dans l'intégralisme. C'est-à-dire que l'intégralisme n'était pas raciste anti-noir, si vous voulez. Par contre, il était antisémite, il y avait des courants antisémites, mais il n'y avait pas de racisme anti-noir. Alors, étape suivante. L'étape suivante, c'est les années, disons, 45-64, après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, le Brésil redevient une démocratie qui fonctionne assez bien. De 45 à 64, on a une démocratie qui fonctionne assez bien. Les Afro-Brésiliens, beaucoup vont voter, vont trouver une place dans un parti politique qui s'appelle le Partido Trabalhista Brasileiro, qui est un parti varguiste de gauche, c'est-à-dire proche de Vargas et de gauche. En fait, ça correspond à ce qu'on appelle un travaillisme brésilien, un parti travailliste brésilien. Et à partir de ce moment-là, donc c'est un peu un deuxième moment de cette histoire du mouvement afro-brésilien. Le grand personnage de cette histoire, c'est Abdias Nascimento. Abdias Nascimento, il est né en 1914. Il est d'abord connu parce que c'est à la fois un intellectuel, un journaliste, un homme de théâtre. Et comme les acteurs noirs n'avaient aucune place sur la scène théâtrale, il a monté une troupe noire qui s'appelle le Teatro Experimental do Negro, le TEN, pour revendiquer une place pour les acteurs noirs. Alors, rapidement, ce qu'on peut dire sur Abdias Nascimento, donc après 1945, c'est que là, réellement, le mot racisme apparaît après la Seconde Guerre mondiale, et le racisme devient une cible de l'action d'Abdias et des gens qui sont autour de lui. Bien sûr, il n'est pas tout seul. Par rapport à la démocratie raciale, il va y avoir deux moments. Dans un premier temps, Abdias va tenter de s'appuyer sur la démocratie raciale pour dire, mais quelle est la réalité? Le projet du Brésil, c'est la démocratie raciale. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne? Et il va sûr, pour dire que non, ça marche pas dans la réalité. Dans un second temps, qu'on verra plus tard, il dira vraiment que c'est une imposture et il sera le grand acteur d'une critique de la démocratie raciale. Il organise plusieurs congrès sur les Afro-Brésiliens, pour les Afro-Brésiliens, avec les Afro-Brésiliens, en 1945-46 à Rio et à São Paulo, et il lance un manifeste de la nation brésilienne en 1946. Excusez-moi, alors, voilà. Donc, un manifeste en 1946. Les thèmes, qu'est-ce qu'on trouve dans ce manifeste? Qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il veut que dans la future constitution brésilienne, parce que c'est un moment où il y a une assemblée constituante qui s'est réunie, soit clairement écrit que le peuple brésilien est composé de trois races: race indigène, race noire, race blanche. Donc, c'est exactement au même moment que la constitution de la 4e République. Donc, c'est intéressant de comparer. Il demande une politique sociale compensatrice, et cette idée de compensation elle est extrêmement importante, puisque c'est l'idée que l'esclavage, post-esclavage, il n'y a eu aucune compensation, rien n'a été fait pour compenser l'esclavage, il faut compenser. Et puis, il dit qu'il faut une loi pour réprimer le racisme. À l'époque, il n'y avait aucune loi dans ce sens-là. Ensuite, j'ai mis quelques... Donc, il évolue, Abdias Nascimento. Je vous ai mis quelques idées d'un texte de lui de 67, juste avant, donc pour dire... et là apparaissent quelques idées nouvelles, je les dis très rapidement. La critique de l'idée que, sous prétexte que le Brésil est métissage et métissé, il n'y aurait pas de préjugés, il ne dit absolument pas.
L'importance pour lui de faire entrer dans l'art brésilien la présence d'artistes noirs ou de modèles noirs, et le début de l'apparition du thème de l'Afrique. Les premiers antiracistes afro-brésiliens n'étaient pas du tout liés à l'Afrique, absolument pas. Ils n'avaient absolument pas l'idée d'un lien avec l'Afrique, absolument pas. Abdias, dans les années disons 50, 60, on voit apparaître ce thème de on doit retrouver un petit peu notre lien à l'Afrique. Trouver ou inventer, il y a plusieurs possibilités, un lien à l'Afrique. Alors, j'avance, je pense qu'il me laisser, j'avance et puis s'il faut, je reviendrai après. Que se passe-t-il ensuite? Il se passe que la démocratie brésilienne s'effondre en 64. 64, c'est le coup d'État. Le mouvement afro-brésilien, qui n'était pas très très nombreux, mais qui existait, disparaît comme tout le mouvement de gauche à partir de 64 et encore plus 68. Et donc, il y a un moment de disparition de ce mouvement afro-brésilien. Il va réémerger, mais avec une nouvelle génération, dans un autre contexte, à partir de 78. 78, c'est la date importante, avec l'apparition d'un mouvement qu'on appelle le mouvement Negro Unificado, MNU, mouvement Negro Unificado, et on considère que c'est vraiment à ce moment-là que apparaît un mouvement antiraciste afro-brésilien qui va s'organiser. C'est le début du mouvement moderne, actuel, contemporain, afro-brésilien. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on est en pleine dictature militaire. On est le 7 juillet 78 à São Paulo. Et à São Paulo, des militants se retrouvent. On a quelques images là, des photographies, devant le théâtre municipal pour réclamer l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Ils font un manifeste dont j'ai mis quelques mots ici. Donc, au peuple brésilien, donc on est bien quand même dans le cadre de la nation, à Zumbi le 20 novembre, journée nationale de la conscience noire. Donc, Zumbi, c'est une figure héroïque du XVIIe siècle d'un esclave qui s'est libéré et qui a maintenu une communauté on dirait en français marronne, très importante dans le nord-est du Brésil. Donc, qu'est-ce que dit ce manifeste? Nous, Brésiliens noirs, fiers d'être les descendants de Zumbi, leader de la République noire de Palmares, c'est son nom, qui a existé dans Alagoas, ça c'est dans le nord-est, de 1595 à 1695, défiant la domination portugaise et même hollandaise. Nous sommes aujourd'hui, après 283 ans, réunis aujourd'hui pour déclarer à l'ensemble du peuple brésilien notre date de naissance véritable, le 20 novembre, journée nationale de conscience noire. 20 novembre parce que c'est la date supposée de la mort de Zumbi. Jour de la mort du candidat national noir, Zumbi, responsable de la première et seule tentative brésilienne d'établir une société démocratique, c'est-à-dire libre, dans laquelle tous, noirs, indiens et blancs, ont réalisé une grande œuvre politique et sociale. Cette tentative est encore présente dans tous les quilombos. Donc, c'est un mouvement de revendication, de lutte pour l'égalité entre les Noirs et les Blancs, qui s'inscrit dans le cadre de la nation et qui se comprend dans ce cadre. Ce qu'on appelle les quilombos au Brésil, ce sont des communautés noires. Ça peut être des communautés, sur le territoire. Donc, on dit quilombo, on pense à des territoires, et dans ces territoires, il y a des communautés. Certaines de ces communautés sont des esclaves fugitifs, mais pas forcément, c'est pas forcément le cas. Et on considère au Brésil qu'il y a plusieurs milliers de quilombos. Et depuis la redémocratisation des années post-1988, eh bien, les communautés quilombo peuvent revendiquer la propriété des terres sur lesquelles elles sont. Donc ça, c'est un thème très important dans la vie brésilienne. Bon, je passe sur les photos pour essayer de baliser tout ce qu'il y a à dire. Il y a beaucoup de choses à dire.
Et je dirais que sur le MNU, qu'est-ce qu'on peut retenir sur donc ce mouvement, Movimento Negro Unificado? Il y a deux choses qu'on peut retenir. La première chose qu'on peut retenir, c'est qu'il y a la critique, le renversement de la démocratie raciale, le thème de la démocratie raciale, la dénonciation du mensonge, de l'imposture de la démocratie raciale. Et dans ce sens-là, Abdias Nascimento a joué un rôle fondamental avec un livre qui s'appelle « Le génocide do Negro Brasileiro ». C'est un livre qui a été publié en 1978, à la même date, qui a été réédité récemment en 2016 par une grande maison d'édition pauliste qui a publié les grands classiques de Hannah Arendt, tout ça, et qui a réédité le livre. C'est un pamphlet très fort pour dire le Brésil est raciste, est fondamentalement raciste, et la démocratie raciale n'est qu'une imposture, un mythe. Et donc, il va revendiquer cette idée que le peuple noir au Brésil est victime d'un génocide. Il va récuser totalement l'idée de métissage. Il va insister sur les viols qui ont donné lieu à ce métissage brésilien. Il va affirmer que dans l'art, ce métissage n'existe pas en fait. Il s'agit d'un vol. Au niveau de la religion aussi, il va affirmer que le fameux syncrétisme religieux brésilien est une plaisanterie parce que, d'après lui, les catholiques auraient en fait imposé leur religion au peuple afro-brésilien. En fait, c'est un texte coup de poing, c'est un coup de pied dans la fourmilière pour dénoncer un racisme qui était, si vous voulez, personne n'imagine au Brésil à cette époque-là, en 1978, l'idée que le racisme n'existait pas au Brésil, c'est une idée banale, commune, et c'est l'idée inverse qui était complètement bizarre. Et donc, pour faire changer les idées, il a opté pour la forme du pamphlet. Donc, dans la MNU, vous avez la critique, je reprends, dans la MNU, vous avez, première chose, la critique de la démocratie raciale extrêmement forte, et la deuxième chose, c'est vous avez l'affirmation de l'appartenance à la diaspora africaine. Il me semble que c'est très important parce que ça donne un contenu à ce mouvement afro-brésilien. Parce que ce mouvement afro-brésilien, il n'est pas national, au sens où il ne revendique pas que les afro-brésiliens forment une nation. Il n'est pas du tout régional, bien sûr. Il n'est pas religieux, parce que même beaucoup de militants participent à des cultes afro-brésiliens, ce n'est pas le cas de tous. C'est un mouvement politique qui est ni philosophique ni classiste. Bref, il fallait lui donner un contenu, il fallait lui donner une identité. Et cette notion de diaspora, de lien à la diaspora africaine, il me semble que c'est très important pour lui donner une identité. Combien de temps j'ai encore pour parler? Dites-moi, franchement, comme je connais mes torts, dites-moi franchement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pensez que... Vous auriez besoin de combien de temps encore pour terminer votre... Non, dites-moi. Je m'adapterai. Oui, on continue, Emmanuel. D'accord. Alors, je ne voudrais pas abuser de votre temps. Je sais par expérience, écouter quelqu'un parler derrière un écran, ça peut être assez pesant. Donc, c'est pour ça, dites-moi franchement, et peut-être sommes-nous tous, je ne sais pas, peut-être sommes-nous tous des enseignants, on a l'expérience de parler plus vite, lentement, vous me dites ce qui est... Voilà. Alors, dans ce menu, je voulais vous présenter quelques auteurs. Vous avez par exemple une historienne qui s'appelle Beatriz Nascimento, qui a écrit, qui a participé à ce mouvement. Alors, je vais choisir une chose
parmi les thèmes qu'elle a développés, elle a développé le thème de l'importance des quilombos. Un peu comme si, je rappelle, les quilombos sont des territoires. Dans ces territoires, vous avez des communautés. Il y en a des milliers au Brésil. Et c'est un peu comme si ces quilombos représentaient une société parallèle. Et elle veut affirmer que ces quilombos ne sont pas des sociétés parallèles. Ils sont le Brésil. Ou, disons, ils sont aussi le Brésil. Ils sont autant le Brésil que la société la plus traditionnelle. Et ce que je trouve intéressant dans tous ces auteurs-là, c'est que ce ne sont pas du tout des auteurs antinationaux. Ce sont des auteurs qui parlent du Brésil. Ce sont des auteurs que moi, personnellement, quand je les lis ou je les écoute, je trouve que ce sont des auteurs patriotes. Ce sont des patriotes brésiliens. Ce sont des gens qui veulent que l'histoire des Afro-Brésiliens enrichisse l'histoire de la nation brésilienne. Donc, par rapport au débat français actuel, ça me semble très, très intéressant. Donc, les textes que j'ai cités là, c'est tous les textes qui tournent autour de ça, sur l'exigence d'enrichir le récit national brésilien de la participation de cette communauté afro-brésilienne. Donc, Béatriz Nascimento est une auteure intéressante. Une autre auteure intéressante, c'est Lélia González. Ce sont des auteurs des années 70-80. Ce sont des femmes qui ont écrit les années 70-80 et qui donc sont dans une démarche antiraciste, féministe aussi. Il y a tout un volet féministe. Alors, par exemple, prenons la citation de Lélia González. On est en 87. Elle parle. C'est le moment de la constituante. Il y a une constituante parce qu'on est en train d'écrire la nouvelle constitution, celle de 1988, c'est l'actuelle constitution brésilienne, et elle est invitée à Brasilia pour discuter avec les constituants de ce que sera la nouvelle constitution brésilienne. Et alors, Lélia González a dit si vous voulez bâtir une Afrique du Sud, faites-le, mais n'imaginez pas construire avec nous. Alors, je vais remonter. Construire avec nous une nation. Ce projet de nation n'est pas le nôtre. D'ailleurs, notre projet de nation est présent dans les institutions noires. Il est présent, par exemple, dans l'Ubanda, un culte né au Brésil, qui reçoit à bras ouverts catholiques, spirites, bouddhistes. Elle dit aussi si nous recherchons dans les méandres de la formation de la société brésilienne, nous ne trouverons pas de groupe plus nationaliste que le segment noir. Pourquoi ? Parce que nous avons construit avec notre sang, notre sueur, nos larmes, notre éloignement, notre exil, nous avons construit ici ce pays. Donc, un antiraciste très ferme et un racisme patriotique. Je pense que l'idée de diaspora est importante parce qu'avec la diaspora, on peut articuler l'identité africaine, le lien avec l'Afrique et l'identité brésilienne. Être en diaspora, ça permet d'articuler les deux. Et je ne saurais pas dire qui exactement a trouvé l'idée de diaspora. Par contre, ce qui est sûr, c'est que parmi les Afro-Brésiliens d'avant, ça veut dire ceux de l'époque qui luttaient contre l'esclavage, soit ceux jusqu'aux années 1945-50, on ne trouve absolument pas ce lien à l'Afrique. C'est quelque chose de nouveau. Donc, ce thème de la diaspora est nouveau. Alors, je voulais parler ensuite, si vous m'en laissez encore le temps, de l'action affirmative. Peut-être ça peut être intéressant aussi par rapport au débat français. Alors, je vous donne quelques points clés. Il faut comprendre qu'au début du XXIe siècle, autour de 2000, il n'y a quasiment pas d'étudiants noirs dans les étudiants brésiliens. C'est assez incroyable à dire et à penser, mais c'est la vérité. Il n'y en a pas. Donc, toute la ville brésilienne est blanche. Et donc, on est dans une situation qui est quand même assez extravagante. Ce thème, donc le thème de l'idée qu'il y a urgence, il faut faire quelque chose. Ça va être débattu lors de la conférence de Durban de 2001. En France, on la connaît à cause des thèmes antisémites qui ont circulé à Durban en 2001. Au Brésil, elle a été importante. Les Brésiliens ont joué un rôle important cette conférence de Durban en 2001.
Et donc, l'université à Rio, la UERJ, qui est une université qui est située au centre de Rio, en 2003, a été la première à instaurer une politique d'action affirmative en 2003. Cette politique a été contestée juridiquement, mais le tribunal le plus important du Brésil, le Suprême Tribunal fédéral, a validé cette politique en 2012. Pour dire les choses rapidement, comment est-ce que les juges ont pensé, comment est-ce qu'ils ont réfléchi? Le point clé, c'est la question de la compensation. C'est ça la question clé. C'est-à-dire qu'il y a eu l'esclavage. Après l'esclavage, absolument rien n'a été fait pour les descendants des esclaves, pour les ex-esclaves. Et le Brésil a traîné ça jusqu'au début du XXIe siècle. Et l'évidence de, bon, maintenant, il faut faire quelque chose, s'est imposée. Et les partisans de l'action affirmative ont gagné, je crois, vraiment ce terrain-là. On ne peut pas continuer à ne rien faire. On est plusieurs générations après. Il n'y a pas de noirs à l'université, il n'y a pas d'étudiants noirs. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Il faut faire quelque chose rapidement. Et avec cette argumentation-là, ils ont réussi à gagner. Alors, c'est très compliqué. C'est relativement compliqué. Alors, je vais essayer d'expliquer, si vous le souhaitez, comment c'est organisé. Imaginons une université fédérale. Imaginons qu'il y a 100 places d'étudiants pour entrer dans l'université. On va diviser ces 100 places en deux groupes. Dans le groupe A, la concurrence est libre pour entrer. Concurrence, il y a des concours. Hein, on entre par un concours d'entrée. Donc, pour 50% des places, il y a une libre concurrence entre les futurs étudiants. Pour 50%, pour les autres 50%, ce que j'ai appelé le groupe B là, dans notre explication, eh bien, c'est réservé aux étudiants issus de l'enseignement scolaire public. Donc déjà, c'est intéressant, c'est que ces quotas, ils ne sont pas tout de suite raciaux, ils sont d'abord sociaux. C'est des quotas qui sont d'abord sociaux, c'est des quotas qui sont réservés aux gens qui viennent de l'école publique, parce que vous avez au Brésil la situation classique d'un clivage où les classes riches, en général, mettent leurs enfants dans l'enseignement privé. Ensuite, dans ce groupe B, on va dire réservé, uniquement dans ce groupe B réservé à ceux qui sortent de l'enseignement public, eh bien, la moitié des places vont être réservées aux personnes, à des personnes issues de milieux défavorisés. Donc là, c'est un nouvel élément de quota social. Donc les personnes, on va mesurer le revenu familial, et en fonction du revenu familial, on va réserver des places pour des personnes qui viennent d'un milieu défavorisé. Donc dans ce que j'appelle le groupe B, il va y avoir un groupe B1 avec des places réservées selon le critère social, et un groupe B2 où il n'y a pas ce critère social. Et dans chacun de ces groupes, à la fois B1, que ce soit B1 ou B2, dans chacun de ces groupes, il va y avoir un quota de place en fonction de ce qu'on appelle, dans le contexte brésilien, on le dit sans problème, de la race, c'est-à-dire que les personnes traites par des indígenas vont avoir des places réservées selon un poids proportionnel à leur poids dans chaque État de la fédération. Donc, peut-être ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une politique qui est d'action affirmative sociale et raciale, les deux à la fois. Ça ne concerne pas que les universités, ça concerne en fait beaucoup de types d'emplois publics. Ce n'est pas uniquement les universités. Alors, j'ai mis plein de textes, beaucoup trop de textes. Je ne vais pas les lire, je vais pas les lire, je vous enverrai le document si vous le souhaitez. Il y a eu un débat extrêmement vigoureux dans les années 2001, 2002, 2003, pour ou contre, avec des bons arguments contre, des arguments antiracistes contre, qui vont mobiliser l'idée qu'on ne peut pas lutter contre le racisme en utilisant la race. Donc c'est un débat qui fait sens par rapport à la réalité française. Mais finalement, vu l'urgence de faire quelque chose,
eh ben, cette politique s'est mise en place. Et aujourd'hui, il faut dire qu'elle est bien contestée. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir que le gouvernement Bolsonaro n'a absolument pas remis en cause cette politique. Il n'a même pas même par le discours, par la parole, c'est comme si c'était un sujet tabou. Le gouvernement Bolsonaro n'a absolument pas touché cette politique-là. Euh, certainement les gens autour de Bolsonaro lui-même sont contre, mais ils n'ont pas osé en fait. Ils n'ont pas osé se lancer dans un détricotage de cette politique-là. Bon, je vous ai mis plein de citations, mais je ne prends pas le temps de lire. Cette photo que vous voyez de ce monsieur, c'est un homme politique brésilien connu. C'est un homme politique de Bahia, de l'État de Bahia. Pourquoi je vous l'ai mis? C'est parce que l'action affirmative concerne aussi la politique, c'est-à-dire que si les partis politiques présentent des hommes politiques métis ou noirs, ils gagnent de l'argent, ils gagnent plus d'argent. Ils gagnent plus d'argent que il y a un financement public, en fait. Il y a un financement public des campagnes électorales. Et si jamais ils présentent des candidats, soit des femmes, soit des personnes noires ou métisses, ils gagnent plus. Cette personne, il s'appelle ACM Neto. Il appartient absolument à l'élite de Bahia. C'est une grande famille extrêmement riche, extrêmement puissante de l'État de Bahia. Et pourquoi je le mets? C'est parce qu'aux dernières élections, là, il s'est inscrit comme métis. Je ne sais pas si vous le considérez comme métis ou pas. En tout cas, lui, il s'est inscrit comme métis, certainement pour gagner plus d'argent, pour que ce parti gagne plus d'argent, d'où polémique, discussion, etc. etc. Je termine rapidement. Alors, j'essaie de terminer rapidement. Vous me faites signe si vous voulez que j'accélère. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? On peut dire aujourd'hui qu'il existe un mouvement afro-brésilien qui est actif, qui est dynamique. Il est constitué de milliers d'associations. Hein. Ce n'est pas un parti politique, mais c'est beaucoup d'associations qui se regroupent. En particulier, il y a deux tentatives de regroupement actuellement. Une qui s'appelle la CONAC, qui essaie de regrouper les différents quilombos qui existent au Brésil, et une autre qui s'appelle la Coalition Negra por Direitos, qui regroupe plus de 250, je crois, associations qui sont réparties sur tout le Brésil. On peut dire aussi que ce mouvement afro-brésilien, il est entré, il s'est institutionnalisé. En tout cas, il est entré en dialogue avec les institutions, c'est-à-dire que ce soit le gouvernement fédéral ou que ce soit le gouvernement estadual de différents États, il y a eu une politique qui s'est mise en place pour répondre aux demandes de ce mouvement afro-brésilien. Je vais citer par exemple uniquement la Fondation Palmares, qui a été créée en 1988. La Fondation Palmares est une fondation fédérale qui doit défendre et valoriser les cultures afro-brésiliennes. Donc, il y a un budget pour défendre tout ce qui est éducation et culture afro-brésilienne dans tous les domaines. Elle relève, sauf erreur de ma part, elle relève du ministère de la Culture. Et c'est un exemple, disons, d'institutionnalisation de ce mouvement afro-brésilien. Il y a d'autres exemples. Par exemple, le 20 novembre est le jour de la conscience noire, Dia da Consciência Negra. C'est le jour de la mort de Zumbi, dont je parlais auparavant. Ce n'est pas un jour qui est férié dans tout le Brésil, mais dans certaines parties du Brésil, dans certaines villes du Brésil, c'est un jour qui est férié. Quels sont les grands thèmes? Quels sont les grands thèmes du combat des Afro-Brésiliens? Bon, il y a tout ce qui concerne les inégalités socio-économiques, il y a tout ce qui concerne la violence policière. Je crois qu'il faut avoir en tête que le Brésil, en termes de violence, c'est chaque année, et depuis très longtemps, c'est chaque année autour de 50 000 homicides par an. Donc 50 000 à 60 000 homicides par an au Brésil chaque année, c'est monstrueux, c'est simplement monstrueux. Ça, c'est les homicides, c'est les différents autres types de violences. Et beaucoup de ces gens qui sont tués sont des jeunes noirs. Là, au niveau social, les données sont très bien connues et elles sont très nettes. Vous preniez le salaire, l'éducation, qui vit dans les favelles, enfin, quelles que soient les données sociales que vous prenez,
vous voyez qu'il y a évidemment des inégalités noirs-blancs extrêmement fortes. Après, bien sûr, c'est susceptible d'être discuté, interprété, plein de discussions peuvent être faites, mais enfin, les données sont assez massives et elles ne sont pas contestables. Qu'est-ce que je peux dire encore? Bon. Est-ce que là, je pensais pour terminer parler du mouvement, de ce qu'on peut appeler un décolonialisme à la brésilienne. Est-ce que, mais je peux aussi m'arrêter à répondre à vos questions comme vous le souhaitez. Isabelle, tu dis quoi? Ben, moi, j'avoue que ce qui porte sur le décolonialisme m'intéresse fortement, hein. Donc, j'aimerais bien, si ça ne prend que quelques minutes, peut-être que vous nous en parliez, qu'on puisse faire peut-être des liens aussi avec, avec les discours qu'on entend en France en ce moment. D'accord. Pas de souci. Je vais le faire. Là, j'ai le retour. Je vais le faire, il n'y a pas de souci. Il y a une petite gêne. Je vais expliquer quelle est la petite gêne. La petite gêne, c'est que le Brésil, donc c'est un pays où vous avez chaque année des dizaines de milliers de personnes noires, jeunes, des hommes qui sont assassinés soit par des criminels, soit par la police. Et donc, cette question de décolonialisme, on peut dire, mais est-ce que c'est vraiment la priorité? Est-ce que vraiment, vu le contexte brésilien, vu ce que c'est que le Brésil, est-ce que pointer les problèmes que pose le décolonialisme, est-ce que c'est vraiment l'urgence? Moi, je pense que ça vaut quand même la peine de le pointer, mais j'ai bien conscience qu'on pourrait me faire le reproche d'être un peu à côté par rapport à la réalité des problèmes du Brésil. Bon, néanmoins, je le fais. Alors, rapidement, donc, je vous donne un exemple, une anecdote. J'ai été à São Paulo le 21 octobre dernier au lancement d'un livre d'une philosophe qui s'appelle Madame Denise Ferreira da Silva, que moi personnellement je ne connaissais pas, mais c'est une philosophe qui travaille aux États-Unis et au Canada. Et durant le lancement du livre, elle a dit qu'elle était invitée à Paris 8, donc peut-être ces jours-ci, donc peut-être qu'elle sera là à Paris 8. Et alors, comment est-ce qu'elle présente son livre? Et alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit des choses pourquoi la violence d'État ne compte-t-elle pas comme un crime éthique? Pourquoi la violence? La réponse se trouve à la fin du livre, dans le chapitre sur le Brésil. Il existe une logique d'assujettissement racial pour réaliser un projet capitaliste. Le sujet moderne se constitue à partir du racial, de la différence indépassable entre l'Europe et les autres. Donc c'est un antiracisme qui se définit par son opposition à l'Europe, à l'Occident, aux Blancs, et son adversaire, donc ce n'est pas les racistes, son adversaire, c'est de façon générale l'Europe, l'Occident, les Blancs. Tout ce que je vais dire là, vous le connaissez parce que c'est la même chose que ce que vous pouvez lire ailleurs. Lors de ce débat, un critique d'art était invité, et donc, qu'est-ce qu'il dit? M. Elio Menezes dit il faut faire une critique radicale du capitalisme en prenant en compte la race. Le racial est l'élément central du moderne, et la thèse de la transparence du sujet européen est fondamentale. Autrement dit, ce que les décoloniaux brésiliens disent, c'est la même chose que ce que vous pouvez lire ailleurs, c'est la critique de l'universalisme, l'idée que le blanc se veut universel et que ça serait la racine du racisme.
Ce genre d'idée est assez présent. À la même réunion, vous avez notre participant qui dit comme ça: notre cible est l'Europe, l'Ouest, le Nord global. Donc évidemment, ça pose quand même pas mal de problèmes. Ou alors la même auteur, la même philosophe, Denis Ferrer-Daciou, explique comme ça: l'hétéropatriarche masculin occidental est l'ennemi. Se confronter à cette matrice d'une nécessité. Si l'autre moi ne meurt pas, le moi transparent de l'Europe ne peut pas se réaliser. Bon. Toute une série de discours que vous connaissez. Donc, on est devant alors, voilà, autre auteur qui est connu, qui s'appelle Jamila Ribeiro, a beaucoup développé le thème de ce qu'on appelle au Brésil le lugar de fala. Le lugar de fala, il n'y a pas vraiment de traduction, ça pourrait être éventuellement un point de vue féministe. Et ce qu'elle dit, Jamila Ribeiro, je l'ai marqué ici, la théorie du point de vue féministe et le lugar de fala nous font réfuter une vision universelle de la femme et de la négritude et d'autres identités, et ainsi des hommes blancs qui se pensent universels se racialisent, comprennent ce que signifie être blanc comme métaphore de pouvoir, comme une ancienne Quilomba. C'est une artiste. Donc en fait, vous retrouvez au Brésil les mêmes thèmes, les mêmes thématiques que vous connaissez certainement, que vous connaissez. Dans son livre, là c'est une citation d'un livre qu'elle a écrit qui s'appelle OK, le lugar de fala. Qu'est-ce que le lugar de fala? Donc on lit que l'épistémologie, c'est ce qui reflète les intérêts politiques spécifiques d'une société blanche, coloniale, patriarcale. On dit aussi que la science n'est pas objective, il n'y a pas d'objectivité. L'universalisme léniniste, si vous voulez. Il faut absolument refuser les oppositions entre universel et spécifique, objectif, subjectif, neutre, personnel. Voilà, un détricotage de la notion de science, en fait. Vous retrouvez chez certains auteurs, la tentative du black marxisme britannique, c'est-à-dire l'idée d'un discours qui est inspiré par le marxisme, dans lequel la race a remplacé la classe. Et donc, toute l'histoire de l'humanité, en tout cas depuis 1492, c'est l'histoire de la lutte des races, des blancs contre les noirs, et simplement le classisme marxiste a été remplacé par le racisme. Donc ça fait des discours extrêmement idéologiques, et à la fois assez pompeux et assez lourd. Vous avez au Brésil, vous avez ce mot de branquitude qui est extrêmement banal. La branquitude, c'est le privilège blanc. Le privilège blanc, et tous ces blancs qui n'ont pas conscience de leur privilège et qui sont incapables donc de se rendre compte de leur privilège. Et c'est tout le monde. Si vous êtes blanc, vous êtes nécessairement dans l'incapacité de vous rendre compte de votre privilège. Vous avez, et de temps en temps, c'est assez rare, de temps en temps, vous trouvez des pointes antisémites dans certains textes. Il ne faut pas exagérer, c'est pas absolument pas diffusé, mais j'ai trouvé ça dans un texte récemment. Je l'ai mis parce que j'avais jamais entendu ça. Peut-être je vais vous le citer.
Donc, c'est un article qui est publié très récemment, il y a quelques semaines, dans un livre d'une trentaine d'articles. Et alors, les auteurs disent une chose que moi, je n'avais jamais lue. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Je vais le lire. Il est important de considérer avec soin le début de la dette des chrétiens envers les Juifs pour comprendre comment ceci s'est organisé dans le sens de la mise en œuvre, excusez-moi, de la mise en œuvre du processus euro-colonial. Ainsi, on peut voir que les premiers chrétiens ont contracté un emprunt et donc assumé une dette envers les Israélites. Par la suite, celle-ci est devenue émonument du fait des exigences de remboursement des Juifs adressées à l'Église comme institution du christianisme. Le haut clergé a considéré que la colonisation était le chemin pour s'acquitter des dettes envers les Juifs et augmenter la richesse du christianisme. Donc c'est l'idée que le colonialisme, l'esclavage et le racisme, son origine, c'est l'Église catholique, et l'Église catholique l'a fait pour rembourser une dette envers les Juifs. Moi, j'avais jamais vu une idée pareille, et ce qui est frappant, c'est que c'est dans un livre très, très bon, il y a une trentaine de textes, les autres textes sont excellents, et ça m'étonne que les personnes qui ont fait le livre n'aient pas sursauté. Ils n'ont pas sursauté en lisant des bêtises comme ça. Bon, je suis passé très vite, et si vous souhaitez, je peux revenir sur chacun de ces points. Oui, merci beaucoup, Manuel, pour cet exposé vraiment très riche et très précis. Bon, on a du mal, si on vous écoute pour la première fois, ce qui est mon cas, à appréhender toute la richesse des sources que vous avez citées. Et en revanche, ma première impression est aussi de me dire que là, il y a vraiment un matériau, je trouve, de première qualité pour faire un excellent livre sur ces questions, hein, indéniablement. Moi, j'aurais vraiment envie de vous demander si vous n'êtes pas trop fatigué après ce long exposé. Bon, compte tenu du degré de violence dont vous nous avez parlé, hein, une violence notamment policière qui est ciblée sur les jeunes hommes noirs, est-ce que néanmoins prédomine aujourd'hui au Brésil cette idée que la notion de race serait une construction sociale? Est-ce qu'il y a une articulation entre un fait sociologique aussi massif et aussi choquant parce qu'il persiste? Et là, j'aurais envie de comparer avec ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France, hein, avec ces violences policières qui ont été de part et d'autre dénoncées, mais qui ont entraîné des mouvements antiracistes extrêmement forts et puissants. Or, ça n'a pas l'air d'être le cas au Brésil. Alors, construction sociale, c'est-à-dire le mouvement afro-brésilien est antiraciste, comme il est par définition. Et comme il est antiraciste, il n'accepte pas, bien sûr, la notion de race biologique. D'un autre côté, race n'est absolument pas un mot tabou, bien au contraire. Et il y a une revendication. Par exemple, vous avez une auteure très intéressante qui s'appelle Shirley Carneiro, et elle parle de la cause raciale. La cause raciale, c'est positif. La cause raciale, c'est notre cause à nous. Donc, c'est pas biologique, c'est pour partie culturelle, pour partie politique. Historico-politique. Culturel, c'est tout l'apport des Afro-Brésiliens au Brésil. Donc, il y a la question des religions afro-brésiliennes, mais il y a aussi la musique, tout ce que les Afro-Brésiliens ont pu apporter au Brésil. Historico-politique, eh ben, c'est tout ce débat sur le récit de la nation, sur l'esclavage, le post-esclavage, et sur la compensation nécessaire à apporter aux Afro-Brésiliens. Alors, donc construction sociale, oui, c'est une construction sociale, mais ce n'est pas une construction sociale à défaire. L'idée, ce n'est pas de défaire cette construction sociale, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait une véritable égalité, en fait. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais j'ai essayé.
Est-ce que vous pouvez enlever votre document? Peut-être, si c'est possible. Hein. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? En fait, moi, j'avais une question. Concernant l'antisémitisme. Isabelle, je crois qu'il faut que tu fermes ton micro. D'accord. Concernant donc l'antisémitisme, vous m'entendez? Oui, pardon. En fait, dans le document que vous nous avez montré et que vous avez présenté, à la page 4, au tout début, dans les années 30, il est question donc de ce mouvement afro-américain, enfin, au Brésil, de noirs nationalistes. Et il y a un propos très antisémite que vous citez, que vous n'avez pas relevé, qui est bon, où on voit, il y a marqué cosmopolitisme, enfin, il y a tous les mots qu'il faut en deux mots, enfin, en une demi-phrase. Et donc, apparemment, l'antisémitisme est présent très vite. Enfin, je vais vous laisser peut-être expliquer là, pardon. Alors, c'est vrai, j'ai retenu exprès cet extrait parce qu'évidemment, c'est frappant pour nous, c'est choquant. Et puis, puisqu'il existe, toutes ces citations, je les ai trouvées chez les historiens brésiliens. J'ai fait un travail de compilation, évidemment, de ce que j'ai pu lire. Mais là, je pense qu'il faut être entre guillemets raisonnable, c'est-à-dire dans la FNB, cette question d'antisémitisme, c'est pas du tout une question centrale, si vous voulez. En fait, je suis passé très vite. Alors peut-être je peux prendre un instant pour mieux expliquer. La FNB, donc c'est la Frente Negra Brasileira. En fait, c'est un mouvement dont les leaders étaient effectivement très droite nationaliste, en particulier son chef de 31 à 34 qui s'appelait Arlindo. Mais ce qui est un peu compliqué, c'est qu'en fait, à l'intérieur de la FNB, il y avait une minorité socialisante. Donc ça complique un peu le tableau. J'ai mis la citation antisémite parce qu'elle est frappante, quoi, elle est frappante. Mais d'après ce que j'ai pu lire, c'était pas un vrai sujet. C'était pas un vrai sujet. Il faut nuancer, modérer, disons. Je ne souhaiterais pas que vous ayez l'impression que la FNB était un mouvement fondamentalement antisémite. C'était pas le vrai sujet. Donc, c'est peut-être plutôt à comprendre dans le contexte anticommuniste. C'est peut-être ça que vous voulez dire? Mais en fait, c'est vraiment exactement ça. C'est cette droite, extrême droite, je ne sais pas comment il faut la décrire, des années 30, autoritaire, et donc l'auteur en question, Arlindo, il pêche, vous voyez, il pêche dans ses eaux, et donc, comme il pêche dans ses eaux, il tombe sur l'antisémitisme. Mais pour les Afro-Brésiliens des années 30, c'était pas un sujet, c'était pas un grand thème. Moi, j'avais une question, si personne ne veut prendre la parole. J'ai trouvé que dans votre parcours, qui était extrêmement riche, on apprend beaucoup de choses, c'était super. Dans ce mouvement afro-brésilien, la religion est très peu présente. Or, avec là, en ce moment, j'ai l'impression, enfin, juste je fais un crochet historique ou je fais un saut historique, c'est que à l'heure actuelle, on parle beaucoup quand même des évangélistes au Brésil, et j'ai l'impression qu'ils touchent particulièrement la population afro-brésilienne. Mais peut-être que c'est une vue de l'esprit, hein, voilà. Alors, c'est de ma faute, même si, en fait, j'essaie de brosser un parcours de plus d'un siècle en quelques minutes, alors c'est difficile de parler de tout. Non, la religion est importante, simplement, la religion afro-brésilienne, elle n'implique, je crois, qu'une minorité de la population afro-brésilienne. La grande majorité, comme vous l'avez dit, vous avez tout à fait raison, elle est soit catholique, soit évangélique. Mais elle est extrêmement importante, les religions afro-brésiliennes,
on dit plutôt les religions de matrice africaine. En portugais, on dit comme ça, les religions de matrice africaine. Ces religions de matrice africaine, elles sont très importantes parce qu'elles ont transmis toute une culture, tout un lien à l'Afrique qui après a été mobilisé par les militants à partir de la fin des années 70 pour le terme de la diaspora. Donc elles ont joué un rôle très important. Quantitativement, vous avez tout à fait raison, la majorité des personnes sont évangéliques et catholiques. Sur la question évangélique au Brésil actuel aujourd'hui, c'est assez complexe parce que ces églises sont extrêmement diversifiées, extrêmement variées. Il y en a de tout genre, de tout type. Et voilà, je m'arrête là parce que... Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, il nous reste à vous remercier vraiment chaleureusement, Manuel, de nous avoir consacré autant de temps. Et nous aurons plaisir à rester en relation avec vous, bien sûr. C'est moi qui vous remercie. Et je m'excuse pour le début tout à fait catastrophique de cette rencontre. Normalement, je me débrouille mieux. Voilà, c'est pas toujours comme ça. Mais là c'était pas bien. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci.